Bonjour Henri Guénaud. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes l'ancien conseiller du président Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Vous avez été l'un des premiers, Henri Guénaud, si ce n'est le premier, à alerter voilà 2 ans dans un texte remarqué sur le risque d'engrenage et de guerre totale. Tandis que demain, à Paris, vont se réunir les chefs d'état-major européens. De nombreuses voix se font entendre pour critiquer ou du moins interroger le ton très martial du président français, accusé par certains, Henri Guénaud, de jouer sur les peurs, néanmoins réelles, des Français. Alors quand on voit les sondages et qu'on les écoute tout simplement ces Français, il y a une réelle angoisse. Selon vous, quel est l'objectif derrière tout cela d'Emmanuel Macron ? Alors je ne sais pas s'il y a un objectif conscient. Alors, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais il y a une instrumentalisation, encore une fois, peut-être inconsciente de la peur des gens, mais tout ça est très naturel, en fait. C'est dans les sociétés en crise, chacun cherche des boucs émissaires à ses malheurs, c'est-à-dire chaque groupe essaie de reconstituer son unité en transférant, en trouvant le responsable de ses malheurs, en accusant un bouc émissaire qui porte la totalité de la responsabilité des malheurs des autres. Chacun dans notre société cherche ses boucs émissaires, chaque groupe, et c'est vrai dedans et c'est vrai dehors. Voilà. Donc, et la guerre qui désigne un ennemi a toujours été l'une des formes privilégiées du bouc émissaire. Toute société fragile, encore une fois, cherche quelqu'un ou quand c'est un peuple, cherche un peuple qui soit qui porte la responsabilité des malheurs et qui lui permettent de se réunifier. La théorie du bouc émissaire. Voilà. Mais aussi, qui a commencé bien avant. C'est une donnée permanente de l'humanité, et en voir partout des boucs émissaires, jusqu'au bouc émissaire de la guerre, enfin, à travers la guerre, nous donne une idée de ce qu'est l'état de nos sociétés. Voilà. Nos sociétés occidentales en particulier, et la nôtre française. Justement, la nôtre française, Henri Guénaud, est-ce que ces discours, alors peut-être cherchant un bouc émissaire comme vous dites, mais qui convoquent aujourd'hui le sang et les larmes, est-ce que ces discours basés sur la notion de sacrifice des peuples, est-ce qu'ils sont encore audibles dans nos sociétés aujourd'hui ? Alors le sacrifice des peuples est audible quand les peuples se sont directement menacés, quand ils sont menacés dans leur vie même. C'est faire le sang et les larmes en 1940 quand l'Angleterre est menacée dans sa survie. C'est tout à fait légitime, tout à fait normal. Bon. Quand ça n'est pas le cas, ça devient plus problématique. Alors, c'est parfaitement audible parce que la politique de la peur marche toujours. La politique de la peur, c'est la meilleure façon de faire obéir les gens. Mais c'est très dangereux, c'est la pire des politiques. Alors, encore une fois, je pense qu'elle est peut-être inconsciente, mais c'est une inconscience qui touche toute l'humanité depuis toujours. C'est un mécanisme, encore une fois, instinctif. Bon, donc je ne sais pas si le président de la République a une stratégie. Ce qui est sûr, c'est que il y a une ivresse du chef de guerre. Voilà, qu'on avait déjà vu apparaître au moment de la pandémie. Nous sommes en guerre contre le Covid. Contre la Covid. Et vous allez obéir, sinon vous allez tous mourir. Enfin, je caricature à peine. C'est ce qui se passe, mais on a affaire en réalité aujourd'hui, ça n'est pas propre d'ailleurs à la France. Regardez toute l'Europe. Les dirigeants européens, une partie des élites européennes se réveillent dans la panique la plus complète. Il arrive quelque chose qui était parfaitement prévisible, dont le général de Gaulle parlait déjà dans les années 60, c'est que vous n'êtes jamais sûr, quand vous confiez votre sécurité à un autre, qui viendra à votre secours le moment venu, s'il a un prix trop élevé à payer. Nous allons en parler du parapluie américain qui a été retiré. Toutefois, Henri Guénaud, il y a cette ivresse du pouvoir, elle est basée aussi sur des données objectives. Oui. Pardonnez-moi, la Russie procède à des cyberattaques, assassine des opposants, se montre extrêmement agressive. Qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait croire que la Russie de Poutine n'a pas de visée impérialiste ? En d'autres termes, si demain les pays baltes sont attaqués, que fait la France ? Personne n'en sait rien. Mais personne n'en sait rien. Ça, vous ne savez que quand les choses arrivent, on peut avoir l'intention d'eux, mais ça ne veut pas dire
on le fera. Toute l'histoire, vous savez, l'histoire elle se répète pas, mais les hommes se répètent sans arrêt. L'histoire nous montre que nous nous répétons sans arrêt parce que nous ne changeons pas. De Gaulle l'avait déjà fait remarquer au début des années 30, dans Le fil de l'épée, que nos dirigeants devraient lire et relire sans cesse. Il disait, mais où a-t-on vu que l'homme avait changé? Où a-t-on vu? Il parlait du droit international, il parlait, vous savez, cette époque folle où on a mis la guerre hors la loi, on pensait que le droit allait tout résoudre, et ça a débouché sur un carnage de 60 millions de personnes. Donc on en est toujours là. Certes, mais nous sommes liés quand même aux pays baltes, nous sommes dans le cadre de l'OTAN. Donc alors l'OTAN, il faut quand même relire... S'ils sont attaqués, normalement... Non, alors normalement nous réagissons, mais il faut relire l'article 5. Bien sûr, l'esprit dans la guerre froide, c'était que si l'un est attaqué, nous attaquerons l'agresseur. Dans l'article 5, il y a chacun prendra des mesures nécessaires qu'il jugera appropriées. Voilà, et on voit bien que, par exemple, les Américains ne sont sans doute pas prêts à risquer énormément ni pour la Pologne, ni pour les pays baltes. Vous ne pouvez pas demander à un peuple de faire la guerre si ce peuple ne veut pas la faire. C'est important, c'est une question de légitimité démocratique. Vous avez été conseiller d'un président de la République et vous êtes un gaulliste pur jus. Quand vous dites, et vous semblez dire qu'il n'y a pas de légitimité démocratique à tenir un tel discours du sang et des larmes, qu'est-ce que ça veut dire? Que nos dirigeants, que le président français ne peut pas nous engager? C'est pas tout à fait ce que je veux dire. D'abord, il faut distinguer la légalité et la légitimité. La légitimité, c'est pas c'est pas un principe que vous imposez à ceux sur lesquels s'exerce votre autorité. C'est quelque chose que ceux sur lesquels s'exerce votre autorité vous reconnaissent. Et c'est vrai pour le chef d'État, c'est vrai pour le chef militaire, c'est vrai pour toute personne dans n'importe quelle organisation qui dispose d'un pouvoir. Si je ne vous reconnais pas la légitimité de faire quelque chose en mon nom, je vous interdis de le faire. Je me révolte contre ce que vous faites. Donc, c'est la légitimité. C'est un peu comme la nation pour Renan, vous savez, un plébiscite de tous les jours. Voilà. Donc, le président a légalement les moyens d'envoyer des troupes en Ukraine. Appelant d'ailleurs à la nation. Bon. Oui, mais toujours. Mais simplement, derrière, il y a une société. Cette société, et toutes les sociétés européennes sont dans cette situation, et dans un tel état qu'elle n'a pas forcément envie d'aller faire la guerre, et les Américains encore moins. Ce qui se passe avec Donald Trump, c'est pas simplement les caprices, ce n'est pas le produit simplement des caprices de Donald Trump ou de l'idéologie de Donald Trump ou du caractère de Donald Trump. Non, c'est aussi un sentiment très profond de la part du peuple américain qui, après beaucoup de guerres, beaucoup d'engagements qui ont tous mal tourné. C'est parce que on peut toujours dire si on n'intervient pas, c'est Munich, etc. Mais les Munich, on finit par les avoir, même en intervenant, quand on échoue. Que l'Irak a donné Daesh. L'Irak a donné Daesh, mais rappelez-vous, il y a des images qui, moi, m'ont frappé dans ma vie, quand vous regardez les images de la chute de Saïgon. Voilà, vous appelez ça comment? C'est-à-dire qu'on va très très loin, et puis à un moment donné, les peuples lâchent, et à ce moment-là, ça se passe comme ça. Et l'Afghanistan, Kaboul. Les Américains ont voté pour un désengagement en votant pour Donald Trump. Mais oui, les Européens, le parti de la guerre a perdu aux États-Unis. Le parti de la guerre a perdu. Mais voilà. Aujourd'hui, j'ai posé la question vendredi. On a posé avec Laurence Ferrari la question au Premier ministre. Est-ce qu'il faut consulter les Français si véritablement il y a un engagement d'abord financier, d'aide militaire, mais aussi peut-être de soldats européens et donc français sur le sol ukrainien? Apparemment, ce n'était pas le sujet. Alors, c'est pas que c'est pas le sujet, c'est que la consultation est compliquée. Voilà, est compliquée. Là où il a raison, c'est que un référendum, c'est l'approbation ou non d'un projet de loi. Alors, si on décide, par exemple, de s'engager sur l'envoi de troupes. En Ukraine, oui, il n'est pas exclu qu'on puisse faire une consultation des Français. Mais il faut éventuellement une question très précise, et bien comprendre que le référendum n'a de force que quand il pose la question d'approuver un projet de loi ou pas. Donc là, on est dans une zone de crise, mais en tout cas, c'est l'obligation même d'un dirigeant politique et à fortiori d'un chef de l'État, c'est de tenir compte, de sentir ce que veut l'opinion. On n'a pas fait de référendum dans les années 30, mais tout le monde savait qu'une chose, c'est que les Français ne voulaient pas
aller se battre. Ils avaient le traumatisme de la guerre de 14, ils avaient les gueules cassées qui se promenaient dans la rue, ils avaient des monceaux de morts et de souffrances, plus la Grande Dépression. Ils ne voulaient pas. Les Français se sont battus, non dans les Sudètes, non en Pologne. Ils se sont battus quand les Allemands sont arrivés en France, et ils se sont bien battus. Ceux qui ont la défaillance est venue des chefs et non des soldats. Bon. Mais faire la guerre, c'est la vie ou la mort. Et donc, surtout les guerres de haute intensité totale, qui absorbent, qui ne peuvent se mener que en mobilisant toutes les forces de la nation. Ça veut dire quoi? Quel est le choix? Alors, est-ce qu'il faudrait se contenter, d'ailleurs, avons-nous le choix, finalement, d'une paix imparfaite, bancale en Ukraine? En d'autres termes, si vous étiez encore conseiller du prince, comme on dit à l'Élysée, qu'auriez-vous conseillé aujourd'hui? De laisser Trump tout mener? On laisse Trump tout mener à partir du moment où on dit je ne veux pas discuter avec l'adversaire ou l'ennemi. Si vous voulez pas lui parler, il n'y a plus que la guerre. Vous savez, pour régler des conflits entre les peuples, il y a le droit, mais le droit suppose que tout le monde soit d'accord pour l'appliquer, puisqu'on n'a pas de moyen de coercition, donc tout le monde soit d'accord. Il y a à l'autre bout du spectre, il y a la guerre, et puis entre les deux, il y a la politique et la diplomatie. Ça fait 3 ans que je répète ça, et je ne suis pas le seul. Il y a la politique et la diplomatie. Et ce sont des marchandages, c'est du bricolage. Perçu comme étant l'arme des faibles. Pourquoi ce que vous dites, Henri Guénaud, et qui est partagé, il est vrai, par de nombreuses voix, et en partie par une partie conséquente des Français, pourquoi est-ce que le parti des défaitistes, pourquoi ce serait encore le parti des poutinophiles aujourd'hui? Non, mais tout ça, c'est du passé. Non, mais tout ça est absurde. Enfin, je veux dire, c'est quand on n'est pas d'accord, de toute façon, vous êtes soit un collabo, soit munichois, soit un partisan de Poutine, quand vous n'êtes pas Hitler. Ou partisan d'Hitler, puisque Poutine c'est Hitler, maintenant même Trump. Monsieur Jacques Attali, voilà, Hitler. Voilà, je veux dire, il faut arrêter. C'est le signe d'une société vraiment malade, et en particulier d'une société politique complètement malade. Si vous refusez la politique et la diplomatie avec ses bricolages, ses marchandages, ses négociations, vous n'acceptez plus que la guerre. Mais alors la guerre, il faut pas la faire par procuration. Si nous sommes menacés à ce point par la Russie, il faut l'assumer, il faut faire la guerre. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a écrit sur les réseaux sociaux, s'il faut supporter 15 millions de morts pour se débarrasser de Poutine, j'y suis prêt. Mais moi, j'y suis pas prêt. Je pense que beaucoup de gens n'y sont pas prêts. Mais ça peut pas être. C'est quoi? C'est une manifestation de fermeté de caractère d'accepter 15 millions de morts. Et je vais vous dire en plus, si vous acceptez 15 millions de morts, vous en acceptez en réalité beaucoup plus, parce que ça veut dire qu'on sera dans un conflit terrible qui n'aura pas de limite. Bon, donc il faut faire très attention à ça. La Russie est menaçante. Oui, elle est menaçante parce que elle a 5000 têtes nucléaires, parce que nous sommes non pas à la portée de ses chars. Les Russes n'ont jamais eu l'intention dans l'histoire de vassaliser ni la France ni même l'Allemagne. Les Russes sont venus une fois en 1814 sur les Champs-Élysées, camper sur les Champs-Élysées, mais ils sont repartis tout de suite. Ça n'a aucun sens. En revanche, nous sommes à la portée des Russes pour ce qui est des missiles, pour ce qui est d'un dérapage éventuel, d'un accident nucléaire, avec lequel il faut jamais jouer, quoi. Sinon on joue avec le feu. Et puis à la portée de beaucoup d'autres moyens dont disposent les Russes. Justement, voilà. Pour peut-être infiltrer certaines élections, Henri Guénaud, je voudrais vous interroger sur ces Européens, ce qui se passe en Roumanie. Juste une dernière chose. Oui, la Russie a les moyens de nous faire très mal, mais si nous sommes agressifs, nous fournissons des armes, nous voulons que la guerre dure indéfiniment, nous donnons des moyens de tuer des Russes, faut pas s'étonner qu'en face on est un État agressif. Vous savez, c'est toujours cette histoire de l'escalade et de la violence. La violence, c'est comme la peur, ça s'entretient et ça se nourrit de soi-même. Donc, si vous êtes de plus en plus agressif, celui qui est en face est de plus en plus agressif, et à la fin, donc on est dans la posture de l'agresseur aujourd'hui, nous, l'Europe? Non, on est dans la posture de celui qui nourrit, mais qui nourrit l'escalade, et en face c'est pareil. Donc il faut arrêter cette escalade, il faut l'arrêter parce que nous sommes
dans un état de vulnérabilité très grand, à la fois à cause de la puissance de destruction de la Russie, mais aussi à cause de l'état du monde. Regardez ce qu'est le Sud global, et on va en parler si vous voulez bien, et puis à cause de l'état de nos sociétés. Justement, 2 questions. Roumanie, vous avez vu ce qui s'est passé, Henri Guénaud, avec le favori candidat qui a été écarté pour des soupçons d'ingérence russe. Vous parlez du droit tout à l'heure et de la légitimité. Quelles seront, selon vous, les conséquences d'une telle décision? Alors, je ne sais pas ce que seront les conséquences d'une telle décision, mais je vois bien ce qu'elle signifie. L'Europe, tous les pays européens sont plongés dans une crise de leur démocratie extrêmement grave. On a l'impression qu'un système à bout de souffle, un système de pouvoir et de pensée, qui domine au fond toutes les politiques européennes depuis une quarantaine d'années, alors plus ou moins selon ceux qui occupent le pouvoir, selon les majorités, mais qui quand même arrive à bout de souffle. Et ils se réveillent brusquement, là, tous ceux qui trouvaient que ça devait durer éternellement, que plus rien de ce qui s'était passé avant ne nous arriverait, qui ne voyaient pas monter la crise de la démocratie. Si vous traitez la crise de la démocratie européenne uniquement en disant voilà, c'est les fascistes ou les gens qui fomentent des coups d'État ou qui sont payés par les Russes qui créent le problème. Non, le problème il est très profond. Il est très profond et on sent que le choc du trumpisme qui n'a fait en réalité que prolonger et amplifier ce que les Américains faisaient déjà prend à contre-pied tous ces gens, tout ce système de pouvoir et de pensée qui veut se maintenir à tout prix, qui est prêt à le faire avec des coalitions, en bricolant des coalitions, enfin, ou bien en allant jusqu'à interdire des candidatures et même, hélas, peut-être jusqu'à la guerre. On va conclure, Henri Guénaud, il y avait beaucoup d'autres sujets, on aura l'occasion de les aborder, et évidemment, attention particulière à ce qui se passe en Syrie avec les massacres des Alaouites et des chrétiens. Absolument. Juste un mot quand même, c'est que tout se tient. Le problème russe, notre rapport avec la Russie, conditionne aussi notre rapport avec l'Algérie. Puisque c'est le Sud global, et que l'Algérie est un soutien de la Russie, vice-versa. Et la Russie est un soutien de l'Algérie, et vous savez, l'arme migratoire, elle peut nous faire très très mal. Quant à la Syrie, nous le savions. Nous savons qu'un État multiethnique et multiconfessionnel débouche, quand le chaos s'installe, sur des affrontements. Donc naïveté ou cynisme? Bien sûr. Naïveté ou cynisme? Non, mais nous avons essayé de mettre le désordre tout le temps en Syrie, sans regarder nos propres intérêts, ni ce problème moral, le vrai problème moral. Essayer de faire en sorte que les gens ne passent pas leur temps à s'entretuer. Voilà. Et par contre-coup, à nous tuer. Voilà. C'est quand même quelque chose... Et ça, c'est complètement écarté du débat. Le débat, c'est le bien contre le mal. Et comme le bien peut tout se permettre, eh bien voilà, nous en sommes là. Et ils ne se maintiennent, ce système ne se maintient que par cette fausse légitimité du nous sommes les dirigeants et les représentants du bien. Eh bien, voilà. Vous avez apporté votre nini, si je puis dire, votre troisième voix. Merci Henri Guénaud. Merci et bonne journée à vous. À bientôt. Merci Henri Guénaud.